On ne va pas commencer, mais on va faire une pré-annonce. Quelles sont vos fonctions dans la salle? Est-ce que vous pouvez lever la main, sur la gestion de la relation client, service client? D'accord. Est-ce que vous êtes dans la fonction commerciale? Intéressant. Ok. Et le troisième, c'était? Support. Tout Est-ce service, que vous êtes sur la fonction support, gestion, CSM? marketing, CSM, enfin tout. Okay. D'accord. Donc majorité de commerciaux, un peu de CSM, et un tout petit peu de relations clients. Super. On y va? Eh bien, allons-y pour le son et lumière. C'est ce qu'on s'était dit, Thibaut. Hein. Oui. Donc alors, on va vous la lumière est là, le ouais, son est là, éventuellement. Donc on va vous présenter une présentation en 2 temps. Déjà le premier temps donc sur la notion de l'avenir quel avenir pour les commerciaux quand on le prend sous l'angle justement de la relation client ou de l'impact qu'on doit avoir avec le client. Moi je suis Anne Bluteau, je suis la CEO de Switcho et je vais intervenir. Donc Switcho c'est un outil qui a pour vocation à améliorer la collaboration entre les équipes commerciales et marketing. Et moi, je vais traiter la deuxième partie, qui est notre baromètre, que l'on fait avec les DCF, qui est en fait le mouvement des commerciaux de France, les dirigeants commerciaux de France. Et je vais vous présenter ça dans un deuxième temps, mais je laisserai d'abord la parole à Thibaut. Et donc, pour continuer, les DCF, c'est 2500 membres, 92 ans d'existence, 70 associations locales, dont les DCF Nantes. Il y en a à Rennes, à Vannes, à Angers, en Vendée. Et ça a pour mission de rassembler les acteurs de la fonction commerciale pour leur permettre d'avoir un temps de respiration entre pairs, de s'inspirer en partageant des pratiques, des constats, des questions, et ensuite de mettre en action. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions sur les DCF? Super. Et Thibaut Duclésio, donc ce que je fais est marqué, donc pas besoin de commentaires. Alors, première question, 107,7 en point de surperformance sur le Standard & Poor's. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Ceux qui sont dans la relation client, normalement, service client, non? Alors, 107,7 points de surperformance, c'est une étude menée sur 13 ans par Standard & Poor's, par Watermark, qui est une filiale de Standard & Poor's, et qui montre à quel point, quand une entreprise est dans la culture client, elle réussit à surperformer, et là, c'est de la capitalisation boursière. Donc, on voit la différence entre le Standard & Poor's indice moyen, croissance sur 13 ans, ceux qui sont vraiment dans l'ADN, dans la culture, sur la relation client, et les laggards, ceux qui n'ont pas du tout cette culture. Et on va avancer sur ce sujet en se posant la question des commerciaux et de cette culture de la relation client dans le passé et surtout dans l'avenir en projection. Alors, back to basics, la définition, normalement vous la connaissez tous, mais c'est bien de se refaire un cadrage. La définition vient du Mercator, qui est une des bibles sur le marketing. Ce sur quoi on va faire un focus, ça va être méthode et outils, et surtout relations durables. C'est les 2 axes qu'on va choisir là-dedans, puisqu'on n'a que 30 minutes. Première chose, si on parle de gestion de relations clients, et si on veut l'associer au commerce, il faut parler parcours client. C'est la clé absolue, la clé de lecture absolue. Vous le connaissez tous, donc je vais le faire rapidement. D'abord, je ne connais pas votre entreprise, je tombe sur des contenus, je me pose des questions, je tombe sur des posts, etc. Je me pose des questions, awareness, forme de curiosité. Deuxième, je me dis, mais qui êtes-vous? Est-ce que je peux vous prendre en considération? Est-ce que je peux vous retenir? Est-ce que je vais garder votre marque en mémoire ou pas? Troisième, ok, finalement c'est intéressant, tiens, il y a un projet dans la boîte, j'en parle en interne, ah ouais, le projet on va le valider, donc j'avance et je vais regarder les références clients, je vais regarder est-ce qu'il y a des notions de budget, etc. Vous connaissez tous ce parcours et je vais rencontrer le commercial. On considère qu'un parcours client se fait sur le web il y a plein de chiffres différents, entre 60 et 80%. Et le dernier, c'est la fidélisation. Donc, comment mon client fait de l'upsell ou du cross-sell. Là-dedans, il y a bien sûr un hacker du parcours client, c'est la recommandation, le réseau.
Ça, c'est le hacker du parcours client. Et pour les commerciaux, puisque c'est ce dont on parle, en fait, on a 3 momentum. Les 3 momentum sur lesquels vous devez vous poser des questions de est-ce que mon commercial doit être la clé de la relation client? Le premier momentum, vous le connaissez tous, ça fait depuis 2015, on en parle, on a les oreilles qui sont rabâchées, c'est le social selling, le personal branding, c'est-à-dire quelle est l'image que je projette? Est-ce que je crée de la confiance? Est-ce que je crée du doute par mon action sur LinkedIn ou simplement mon profil sur LinkedIn? Est-ce que je crée de la visibilité ou pas? Le deuxième momentum, c'est le moment où le client, le prospect, vient vers moi. Ce deuxième momentum, c'est ce premier contact physique. Est-ce que c'est un chatbot? Est-ce que c'est de l'humain? À quel moment je quitte le chatbot et je passe à l'humain? À quel moment est-ce que je lui donne un accès sur un téléphone, sur un email? Toutes ces questions-là sont essentielles. Et il y a une deuxième question qu'on verra plus tard, c'est est-ce que le premier contact, c'est mon commercial? Ou est-ce que c'est un BDR ou d'autres fonctions intermédiaires? Et comment la confiance réussit à perdurer? Troisième momentum, c'est bien sûr l'upsell, le cross-sell, avec cette question, par exemple, il y a des sociétés où il y a des chargés d'affaires, des key account managers. Les chargés d'affaires sont des technico-commerciaux, les account managers sont des gens qui vont piloter dans la durée sur tous les sujets, etc. Donc c'est la question de l'organisation et du rôle dans toutes les fonctions commerciales, CSM et autres. Alors Thibaut, juste un petit focus là-dessus, parce que c'est quand même un message clé sur les 3 moments, ce que tu appelles les momentum. On voit que là, finalement, il y a un sujet aussi de digitalisation versus l'humain. Tu parles du social selling, tu parles de ces éléments-là, et puis tu utilises beaucoup de mots anglo-saxons, BDR, Key Account Management. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu une lecture déjà quand même, ce que tu dis, évidemment, depuis 2015, ça a changé. Une petite lecture juste sur ça, pourquoi ces momentum, ils ont changé, et pourquoi tu utilises des noms de fonctions qu'on n'avait pas forcément l'occasion, ou tout du moins, c'était pas si présent il y a quelques années. Alors, c'est une analyse sur laquelle vous pouvez être totalement en désaccord. Hein. Et puis si vous êtes en désaccord, il faut le dire. Pour moi, vous avez dû constater, les équipes marketing ont été bouleversées, ont été challengées à partir de 2008, c'est-à-dire le moment où l'ensemble des entreprises françaises ont compris qu'on pouvait traquer les comportements, les entreprises, les personnes, et avoir de l'information dans son CRM. Et là, d'un seul coup, le marketing qui était d'abord un communicant, quelqu'un qui savait écrire, c'est devenu un marketing d'acquisition de manière comme un commercial quasiment, ce qu'on appelle le field marketing, marketing opérationnel. Deuxième chose, on a donc ce qui a bouleversé ça, c'est le tracking, Internet, le tracking, le fait d'avoir ces informations. Pour les commerciaux, on a eu aussi une révolution. La révolution a commencé constatée en 2003 par ISTMA, qui est le créateur de la notion d'ABM, Account Based Marketing, qui a été beaucoup plus amplifié à partir de 2013-2014. Et la clé absolue de ça, l'Account Based Marketing, c'est la connaissance. Le fait d'avoir l'accès à la connaissance de son marché, de ses clients, qu'on n'avait pas auparavant. Et donc il y a une révolution. Et du fait de ces expertises, de cette connaissance, eh bien, des nouveaux métiers sont apparus, comme celui de BDR. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne savent pas ce qu'est un BDR? Okay. Un BDR, c'est un mélange entre un téléprospecteur et un commercial. Il a de la fonction du commercial cette obligation d'avoir une très grande connaissance du marché, des entreprises, des fonctions qu'il adresse, donc des personas, et des personnes quand il rappelle. Pourquoi? Parce que son discours doit être un discours de haut de gamme, il doit parler KPI, enjeux, priorité. Donc il est déjà niveau commercial. Mais son job, c'est uniquement de la qualification, de la maturation, nurturing, et puis à un moment de dire, ok, c'est bon, budget, autorité, need, timeline, ou médic, comme vous voulez, je passe au commercial. Et le commercial, lui, a pour rôle d'accélérer le cycle client ou d'augmenter le panier moyen. 2 rôles différents. Et ça a été poussé donc par la connaissance client, et on en reparlera, et ça a été poussé aussi par les outils pour le marketing, tout ce qui est MarTech, ce qu'on appelle les MarTech, Marketing Automation, CRM, et autres outils de création de bases de données, et puis tout ce qui est atomisation du contenu, personnalisation et autres, on va en reparler. Et pour les commerciaux,
Ben, on a vu l'outil massif qui est apparu, c'est Lusha, Casper, donc tous les outils de hacking de bases de données, tous les outils de tracking de propositions commerciales, donc savoir les comportements, est-ce que les gens sont intéressés par ce que je leur partage. Encore une fois, deux manières de voir les choses, comme la manipulation. Soit je le vois du côté positif, je connais mieux mon prospect, je connais mieux mon client, et donc je peux lui proposer quelque chose, un cheminement qui lui correspond mieux, et je suis plus performant dans mes rendez-vous qui sont plus courts, ou autrement, je suis un commercial à l'ancienne, et à chaque fois je suis obligé de refaire du questionnement à outrance. Et je ne sais difficilement ce que le commercial pense. Donc, 3 slides. Premier, réseaux sociaux. Très rapide. Pour moi, 3 mots-clés que vous devez garder. Pourquoi ces 3 mots-clés d'ailleurs ? En 2015, au DCF, on faisait une conférence avec la directrice marketing de Xerox, un de ses revendeurs, le DG d'un revendeur, et le fondateur du Social Selling Forum. Le constat était le suivant, les meilleurs social sellers sont des commerciaux qui font du réseautage dans la vraie vie. Il y a 2 mois, on a refait une conférence ici à Nantes. On avait 3 directrices commerciales, Act for Skill, Mutuelle Générale et, j'ai oublié la 3e, pardon. Les écoles. Les écoles. Et qui avaient mis Sales Navigator à tout le monde et qui revenaient en arrière en disant finalement, j'en ai plein qui ne l'utilisent pas. Constat, ce sont ceux qui font du réseautage dans la vraie vie, qui savent faire du social selling en virtuel. Ça, c'est une clé absolue pour créer de la relation client. Ce sont des gens qui ont cette habitude de créer du contact et qui n'arrivent pas en tendant leur carte de visite. Il n'y a rien de plus insupportable. Ils s'intéressent à l'autre. Le premier contact, premier momentum. Deuxième contact, deuxième momentum, la connaissance. Donc on en a parlé. Aujourd'hui, si je reprends les outils, vous avez des accessibles pour vous, hein, vous avez des outils de veille commerciale, de veille stratégique qui sont extraordinaires. SINDUP, veille stratégique, nomination, tous les événements qui se passent sur les personnes dans les entreprises, et le mapping de compte, tout est livré. Vous pouvez prendre aussi Talkwalker sur tout ce qui est analyse des prises de parole sur les réseaux sociaux. Donc vous avez énormément d'infos. Et puis après, vous avez bien sûr votre CRM qui va cumuler tout le scoring de comportement. Donc aujourd'hui, un commercial qui arrive dans une entreprise chez un prospect et qui n'est pas capable de parler du marché, de la concurrence, des enjeux, des priorités, finalement, je reprends ce que disait Forrester en 2015, c'est un des 500 000 commerciaux qui vont mourir, parce qu'il est remplacé par le e-commerce. Il n'apporte aucune valeur ajoutée. Autrement, c'est un technico-commercial, ce qui est très différent. Donc, la connaissance, premier sujet. Deuxième sujet de la connaissance, et là, c'est ce que fait Anne, c'est quand je rencontre quelqu'un, j'ai besoin comme j'ai peu de temps, j'ai besoin de personnaliser la relation tout de suite, dès le démarrage. Et pour ça, vous avez des solutions qui atomisent le contenu, ce que tu fais, entre autres, qui traquent les propositions, ce qui veut dire que si le matin, j'ai une réunion avec des gens du BTP, puis à midi avec des gens de l'industrie aéronautique, puis le soir avec des assureurs, je suis capable, en quelques clics, de trouver les bons business cases, de trouver les bons chiffres, qui sont BTP, je ne sais plus ce que j'ai dit, et assureurs. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis là, c'est qu'on voit que finalement, tu as cité beaucoup de choses autour des outils. Et nous, quand on le voit au sein des DCF, en fait, ce qu'on voit, c'est que d'une entreprise à l'autre, d'un marché à l'autre, d'une personne au sein de l'entreprise à l'autre, on n'a pas la même maturité et on n'a pas les mêmes besoins. Et c'est vrai que quand on met derrière le mot connaissance tout ce que tu viens d'expliquer, on voit que la façon de l'attaquer, ce sujet, comment je fais pour mieux connaître mon marché, mieux connaître mes prospects, mieux avancer pour en fait mieux transformer. Hein. Le but, c'est de pouvoir être en posture de service pour ensuite pouvoir transformer et convertir. Finalement, d'ailleurs, ce mot-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre en œuvre. Et nous, vraiment, on le partage au sein des DCF, c'est qu'on a tous des méthodes différentes d'y arriver. Donc, il n'y a pas qu'une seule méthode pour arriver à ça. Mais ça a été une vraie révolution parce qu'en fait, on avait avant une connaissance assez froide puisqu'on n'avait pas de feedback, de retour
retour effectivement de data, retour grâce à des outils qui font de la veille pour nous, bref, un certain nombre de choses. Donc ça, c'est un point qui est clé, c'est que cette connaissance permet d'aller plus loin, mais on voit bien que selon les marchés, selon la posture des équipes au sein de l'entreprise, on n'a pas le même niveau et pas le même besoin. Alors, je vais compléter. Ce matin, j'avais une discussion avec la directrice générale d'une boîte de transport, un commissionnaire de transport, qui sont 70. Et en fait, elle me disait, mais Thibaut, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est moi, DG, qui le porte. Connaissance marché, Et en réfléchissant, en partageant, elle dit, mais c'est vrai, est-ce que ça doit être mes commerciaux qui portent ce discours ? Ce discours de projection, concurrence, enjeu, priorité sur un marché, ce qui se passe. Ma réponse était la suivante. Soit tu veux que tes commerciaux soient des technico-commerciaux, ils vont être des experts de leur métier, des sachants de leur métier, ils vont apporter une réponse qui va finalement se battre sur le prix. Soit tu veux que tes commerciaux soient sur le service, sur la valeur, sur la capacité à aider les gens à se projeter, et donc devenir des personnes qu'on a envie d'appeler quand on a un problème. Parce qu'on sait qu'ils ont une réflexion et une expérience partagée. Comme tu le dis, c'est une question de culture, de maturité, et c'est la question qu'elle se pose, et c'est la question que vous pouvez vous poser. Dernier point, vous avez tous entendu que les commerciaux sont des chefs d'orchestre, ça fait déjà 5, 7, 8 ans qu'on en parle. Donc, en vente complexe, ils coordonnent les expertises internes et externes pour essayer d'amener le client à avoir une réponse qui soit parfaitement en adéquation. Je pense que c'est aussi un Sherpa. Le Sherpa, vous voyez tous ce que c'est qu'un Sherpa ? Sherpa, c'est celui qui vous aide à monter le sommet de l'Himalaya, l'Everest et tous ces sujets-là. Pourquoi un Sherpa ? Parce qu'en fait, une fois que son client lui a dit « voilà ma vision, voilà où je veux arriver », eh bien, il va être capable de proposer un chemin qui ne sera peut-être pas obligatoirement celui que le grimpeur aura imaginé. Il va être capable de donner un rythme et de s'adapter au rythme de son grimpeur. Et il va être capable de porter le sac sur certaines périodes. C'est exactement le rôle d'un commercial aujourd'hui quand il fait de la relation client. Il va s'intéresser, il va comprendre la vision, et après, il va petit à petit amener la personne qui est en face à prendre le bon chemin. Mais attention, les neurosciences nous expliquent que la pire position d'un commercial, c'est de vouloir convaincre. Je pense que vous êtes tous d'accord pour ceux qui ont fait du commerce. Vouloir convaincre, vous allez droit dans le mur. Les neurosciences nous expliquent que si on veut que la personne soit convaincue, on doit comprendre son mode de pensée et on doit lui faire le cheminement pour qu'elle s'auto-convainque de là où vous voulez la mener. Et ça passe par deux choses. L'agilité, je reviens sur les outils et Atomic Content et tous ces sujets-là. Et la deuxième chose, c'est la capacité à questionner, qui est la clé absolue de la vente, le questionnement. Donc, c'est pour ça que je considère qu'un commercial aujourd'hui, et demain surtout encore plus, puisque les commerciaux qui faisaient de la vente transactionnelle sont remplacés par du e-commerce, un commercial aujourd'hui et demain qui vend de la valeur ajoutée est un Sherpa et un chef d'orchestre. Vous me suivez ? Alors, donc on a vu les 3 momentum. Maintenant, ça c'est le partage de ce que je vis avec l'ensemble des commerciaux que je forme chez Eurydice, et puis le partage avec les DCF. Et maintenant, on va passer de l'autre côté de la face de la Lune. On va voir quelle est la perception des gens sur le commerce, pour voir la différence, le gap. Anne ? Merci Thibaut, on a bien compris les 3 points clés et on voit que cette notion de la posture du commercial qui doit challenger, qui doit interagir, elle est clé quand on posait cette question-là en entrée de présentation. Moi je vais vous faire une petite restitution du baromètre. Donc au sein des DCF on fait des baromètres réguliers pour comprendre alors à la fois des sujets de perception de la fonction commerciale, c'est un vrai sujet, on n'a pas la même vision en France des commerciaux que sur les pays anglo-saxons. Et puis on a d'autres études plus globales sur le bien-être des équipes commerciales ou des équipes en front du client. Enfin, on a un certain nombre de points, de la digitalisation également. Bref, ce que je vais vous faire aujourd'hui, c'est un petit focus et ça fera le lien avec ce qu'a dit Thibaut tout à l'heure. C'est une étude qui a été faite avec Opinionway. Il y a 306 dirigeants d'entreprises qui ont été interrogés et sur les DCF, c'était 117
managers commerciaux. Pourquoi c'est important? C'est qu'on a comparé finalement la vision d'un dirigeant d'une entreprise et puis la vision de la direction commerciale ou du manager commercial qui va mettre en œuvre et exécuter. Alors, un point qui est aussi important, c'est que vous voyez la date, date terrain, 31 mai, 5 septembre, on est au bout d'un premier confinement, on recommence éventuellement un bout d'un deuxième, donc il y a aussi cette donnée-là qui vient en ligne de compte, qui va forcément donner une couleur à l'étude. Et aujourd'hui, la première chose qui est à la fois attendue, mais qui est toujours, nous, on le pilote pour voir justement quelles sont les variations, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est quelle est l'importance de la fonction commerciale. Elle reste complètement stratégique. En gros, que ce soit entre 2018, où on avait fait notre premier baromètre, et 2021, on a même un renforcement. Alors encore une fois, avec une période de crise qui fait que le business a été mis fortement sous contrainte, voire à l'arrêt pour certains secteurs d'activité. Et puis pour les commerciaux, plus que jamais, on se sent aussi investi d'une importance, d'une recrudescence, puisqu'on a vraiment parfois sur certaines activités eu 0 € de chiffre d'affaires en top line, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de rattrapage. On est en mai 2021, en mars 2021. Donc en gros, toujours un impact de la fonction commerciale sur la performance globale de l'entreprise. Et on a même fait le ranking juste pour voir un peu comment on se situait par rapport à d'autres fonctions financières, par exemple, production, enfin un certain nombre de points. Évidemment, comme on est vraiment en fonte avec le client, on ressort très fort sur cet impact sur la performance de l'entreprise. Le deuxième point, ça a été de se dire, en fait, est-ce que c'est fort et on va stabiliser ? Est-ce que c'est fort mais on va augmenter ? Enfin, c'est quoi en fait le mouvement ? J'ai l'impression qu'il y a Ok, je vais me déplacer un peu. En gros, il y a globalement 2 points. C'est globalement une fonction qui se développe. C'est-à-dire que quand on interroge les dirigeants de l'entreprise, ils disent en fait, moi, je veux développer cette fonction-là parce qu'en fait, je veux développer mon business et ma vision, elle est plutôt sur de la croissance que de la décroissance. Et globalement, dans les équipes commerciales, on a encore plus fortement cette visibilité, puisque nous, on est en front avec les équipes, donc on voit aussi le besoin nécessaire. Alors, je suis désolée pour la couffaine, je vais peut-être me décaler par là. Changement de micro. Incroyable. Voilà, donc on renforce aussi, donc on a la même vision et encore plus parce qu'on est en front sur le marché. Du coup, un confinement qui nous a finalement fortement impacté, et encore plus, Thibaut parlait tout à l'heure des fonctions BDR, sur les fonctions qui sont habituées à faire de la télévente. Alors même si elle est à valeur ajoutée, ça peut être de la télévente dans la prospection, de la télévente vraiment avec du closing. En fait, le confinement finalement était un prolongement, parce qu'il y avait déjà un savoir-faire de présentation à distance, convaincre à distance. Pour les commerciaux terrain et pour les commerciaux dont on est quand même l'essentiel en France en tout cas, qui allons en face à face avec le client, c'était plus compliqué parce qu'en fait ça a été vraiment une rupture de process. Il fallait apprendre très vite des nouveaux outils. Évidemment, l'étude l'a montré. En fait, il fallait contacter le client à distance et ça a été le premier item. Ça a été tout simplement la mise en relation à distance. Et à 2 niveaux. Parce que quand je dis mise en relation, il y a le moment où en fait on va prendre contact. Comment on fait pour prendre contact s'il n'y a plus de salon, si je ne fais plus ma tournée magasin, enfin comment je fais pour créer le moment où je peux échanger avec mon client. Et il y a une fois que j'ai ce moment, où j'ai pris rendez-vous, comment je fais et comment j'anime le rendez-vous. Donc ça, c'était les difficultés rencontrées. Évidemment, on a eu la même chose sur les DCF, avec un point qui était intéressant, c'est cette notion de réduire les délais. C'est-à-dire réduire les délais à la fois sur des prises de décision équipe, c'est-à-dire en interne, mais aussi avec le client pour essayer de maîtriser au mieux. Et ça a été une difficulté parce que quand on est en face à face et qu'on se met des points de rendez-vous où on va se voir pour parler, négocier, puis éventuellement signer, c'est assez calé. Quand d'un seul coup on enlève tous ses repères et qu'il faut aller au closing mais à distance, potentiellement il y a un moment où on a en fait une boîte noire, on ne sait plus exactement ce qui se passe, ça s'étiole, on a tous perdu nos repères à un moment donné. Donc ça a été vraiment un défi pour les équipes commerciales d'arriver à maîtriser le cycle de vente. Tu abordais tout à l'heure le BANT ou le MEDIC, qui sont 2 méthodes pour justement vraiment valider son pipe commercial, en tout cas ses opportunités. Ça a été vraiment une vraie difficulté qui est ressortie également. Et si je peux intervenir sur le sujet, une des best practices qu'on constate pour améliorer la relation client et qui est d'autant plus importante, qui a d'autant plus de valeur aujourd'hui qu'on est sur des mondes très évolutifs. On le voit avec l'inflation, demain avec la récession, enfin, ça bouge quand même à très très grande vitesse. C'est ce qu'on appelle les sales playbooks.
Le Sales Playbook, c'est un outil pour le coup qui demande juste un morceau de papier, un Google Doc, un Word, un Excel, qui va faire ce que vous faites en réunion commerciale. Il va capitaliser sur vos constats et il va structurer le pitch d'un commercial, la réponse aux objections, le partage de valeur, tous les éléments d'une vente. Et ça, si vous avez cette culture du Sales Playbook, vous allez pouvoir vous adapter constamment à votre marché. Et c'est la suite logique de ce qu'on constate, c'est qu'on est dans un monde très très évolutif sur lequel la clé pour faire que vos commerciaux continuent à performer, c'est d'être à l'écoute de ce qui se passe et de manière hebdomadaire, remettre à jour ce que vous constatez sur le terrain et réadapter votre discours. Très vrai ça. Il y a toujours cette façon effectivement de structurer, de vraiment garder la connaissance, mais aussi de la challenger, parce qu'effectivement cette notion d'agilité, on voit bien aujourd'hui, on a tout le temps besoin d'ajuster l'offre, d'ajuster les discours, d'ajuster les argumentations. Juste pour revenir, ce que tu l'abordais, c'est vrai que le Sales Playbook, c'est un outil, mais c'est très simple, hein. On vient historiser comment se passe un rendez-vous, comment peut se passer un prospect, comment je peux faire une relance, à quelle fréquence, on va pouvoir l'historiser. C'est un outil, mais ce qu'on a vu aussi, c'est que globalement, les commerciaux, ils ont multiplié par 3 le nombre d'outils digitaux pendant cette période-là, parce que tout simplement, en fait, on partait d'assez loin. On avait globalement un CRM, le mail, des chats, mais on n'avait pas des éléments d'intelligence qui nous permettaient d'aller plus loin. En parallèle de ça... Sur les outils et cette multiplication des outils, un point d'attention, si vous êtes en fonction manager, directeur commercial, directeur marketing ou relation client, observez vos commerciaux, regardez quels sont les outils en freeware qu'ils utilisent. Vous allez voir, vos commerciaux utilisent énormément de freeware. Donc d'outils gratuits. Oui, pardon. D'outils gratuits. Non, mais je fais la traduction, t'as vu, on est un peu bilingue. Et pourquoi ? Parce que ces outils gratuits, c'est ceux qu'ils utilisent réellement. Et c'est une des questions de l'adoption du CRM, le fait de réintégrer ces fonctionnalités-là au quotidien. Ouais. Et ça peut être surprenant, parce que parfois, c'est plus que les outils offerts par l'entreprise. Effectivement, alors pour remettre sur notre enjeu de la conférence là, c'est finalement qu'est-ce qui change sur les profils des commerciaux et sur le recrutement. Un des points clés, tu l'as cité tout à l'heure, c'est la chefferie de projet finalement. C'est-à-dire qu'on devient vraiment, on doit être dans un moment où on va coordonner, parce qu'on est vraiment en front et comme on a de plus en plus de modes projet avec des offres qui sont de plus en plus complexes, ça veut dire que derrière nous, il y a pas mal de gens qui travaillent. Donc on a en fait des recrutements d'équipes commerciales qui se complexifient parce qu'on a des attentes sur les soft skills, c'est-à-dire savoir challenger, le Sherpa de tout à l'heure, sur la notion et la capacité à être collaboratif, parce qu'en fait, on doit porter le projet, sur les outils, parce qu'en fait, vous verrez dans les annonces, aujourd'hui, en fait, systématiquement, on va vous demander, est-ce que social selling, est-ce que vous cochez la case ? Est-ce que, alors selon votre marché, évidemment, ça dépend des marchés, il y a des marchés qui le nécessitent, et quels outils vous utilisez, et est-ce que vous êtes à l'aise avec ça ? Donc il y a pas mal de choses qui ont changé sur le recrutement. D'ailleurs, on fait si ça vous intéresse, si vous voulez rejoindre le mouvement DCF, j'en profite. Le 7 novembre, on fait un point spécifique sur les recrutements. Donc, analyse avec 2 personnes qui viennent intervenir, dont Blandine, qui est également la présidente des DCF 44 et qui dirige une verticale, donc CCLD, Act for Skills. Alors, conférence plus atelier de co-développement. Oui, on a toujours les deux. Donc, travaux en groupe. Donc du coup, le recrutement, en fait, le point de difficulté, c'est les profils et le fait de pouvoir répondre à des besoins précis. Il y a une pénurie, en gros, on dit, dans nos études, on voit que 100 000 postes de commerciaux sont toujours vacants, c'est-à-dire qu'il y a 100 000 offres qui sont à ce jour, là, aujourd'hui, non pourvues, donc c'est toujours compliqué. Et en plus, on devient plus exigeant sur les profils, donc ça, c'est un des points... 47%, et on n'échappait pas à la règle en avril 2021, disent que c'est difficile de recruter des commerciaux. Voilà, donc du coup, pour finir, avant de passer à la conclusion, les profils adéquats, en gros, parmi les dirigeants, globalement, on considère que 77% d'entre eux qui considèrent qu'ils ont du mal à pourvoir leur poste, 70% au niveau des managers. Et puis, en fait, ça se traduit par un manque de candidats qui est à peu près de 50%. Ou des candidats effectivement pas assez formés. Et là, on retombe sur toute cette notion aussi de stack d'outils qui doivent permettre d'accélérer. Donc ça, c'est aussi un vrai sujet. Voilà, donc en conclusion,
Alors, pré-conclusion, ça c'est la conclusion La de l'étude. pré-conclusion de l'étude, pardon, on voit que en fait, la fonction commerciale, évidemment, elle reste importante et nécessaire dans le développement de la croissance de l'entreprise. C'est numéro 1, évidemment, dans les préoccupations des dirigeants, mais bon, c'est un peu sans surprise. Que les métiers des commerciaux a été complexifié avec la distance, parce que tout simplement on venait pas de là. Alors les pays anglo-saxons, le Canada, les US, ils sont déjà tellement habitués à faire des deals à distance qu'en fait c'est un pays mais c'est multi-pays, donc ils sont très axés sur ça et ils n'ont pas vraiment de sujet là-dessus. Mais ça a été une vraie complexité. Et aujourd'hui on a en fait des difficultés à recruter. Voilà. On a des difficultés à recruter, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et cette notion-là du bon profil pour le bon poste, en fait, elle n'est pas évidente puisque le nombre de postes de commerciaux se multiplie, les expertises se multiplient, on recherche différents profils pour différents besoins. Voilà pour l'étude. Thibaut. Donc vous l'avez vu, quand les missions des commerciaux sont rendues plus complexes, on revient sur la notion des outils. Clairement, les commerciaux qui sont outillés, on considère que, je ne sais plus quel est le rapport, c'est en masse salariale commerciale, le 10% de la masse salariale. Ouais, c'est 7%, 7 à 10-12% selon les marchés. On considère aujourd'hui qu'une entreprise qui veut donner un avantage concurrentiel à ses commerciaux va équiper ses outils CRM, c'est Martech et SalesTech, donc CRM, Marketing Automation, Sales Automation, avec bases de données et autres et autres. On est à peu près entre 7 et 12% de la masse salariale commerciale en coût. Donc c'est un vrai budget. Et à l'inverse, quand on voit encore dans certaines entreprises des commerciaux qui vont créer leur propre base de données qui souffrent et qui ont du mal à cibler, qui ont du mal à avoir des informations, qui n'ont pas d'informations de type ce qu'on appelle le compelling event, c'est-à-dire un changement, un bouleversement majeur dans une entreprise qui fait qu'il a une obligation de bouger, donc j'ai une vraie raison d'appel, eh bien, on voit qu'il y a une différence entre des commerciaux qui ont des super pouvoirs et des commerciaux qui ne l'ont pas. Et le confinement, la phase Covid, a amplifié de manière colossale, ce que tu disais tout à l'heure, le volume d'outils utilisés par les commerciaux, voire mis à disposition des commerciaux. Si on continue, dernière évolution, c'est vous avez des fonctions qui ont été créées sur les dernières années. Donc, dans les fonctions, il y a le CEO, le CRO, le BDR, le CSM. Qu'est-ce qui connaît ces acronymes ? Ah oui, on y est. Alors, juste en quelques mots, vous avez des fonctions, je vous invite vivement à les regarder, je vous laisserai les acronymes, ça sera votre travail de ce soir. Ce qui est intéressant, c'est la relation avec la gestion de la relation client. Toutes ces évolutions-là, c'est d'un côté, comment moi en interne, je réussis à mieux comprendre le chiffre et la croissance du chiffre, et à mieux la piloter, et de l'autre côté, comment je réussis à mieux personnaliser ma relation avec le client. Mais je vous laisserai regarder ça. Puisque nous avons fini, on a eu l'appel de la chef. Merci beaucoup. Merci à vous tous, et si vous avez des questions, nous restons là. Au revoir.